Salut à tous et bienvenue dans The Artificial Intelligence Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui imaginent et œuvrent pour que l'intelligence artificielle soit votre ami. En français dans le son, international dans le ton. Une émission accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute, avec pour partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Partenaire opérationnel, CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA. Une émission produite au sein des studios de l'École de journalisme et de communication ISCPA, l'Institut supérieur des médias, qui forment également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel. Cette semaine, notre thème principal est le suivant, IA et publicité ciblée. Effectivement, aujourd'hui, nous abordons le sujet captivant de l'IA et de la publicité ciblée. Imaginez un monde où chaque publicité vous est aussi personnelle qu'une recommandation de votre meilleur ami. Sauf que cet ami est un algorithme. Nous allons déballer le monde complexe de la publicité ciblée où l'IA sait que vous voulez ces chaussures avant même que vous ne le sachiez. Nous allons explorer les merveilles et les pièges de cette technologie parce que, soyons honnêtes, parfois elle nous connaît un peu trop bien. Préparez-vous pour un épisode qui vous fera regarder votre fil publicitaire d'un autre œil. Parmi nos invités cette semaine, Léo Gelfeder, consultant expert en achat média digital, Pierre-Louis Fontaine, consultant expert en marketing digital. Maintenant, c'est un rituel. Avant notre échange, place au Focus IA de la semaine avec Alexandre Stopnicki. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel. Alors cette semaine, tu reviens sur Midjourney puisque nous avions eu la semaine passée une première évocation d'évolution technologique de Midjourney. Et là, tu vas nous parler d'une nouvelle fonctionnalité à nouveau sur Midjourney. Exactement. Je voudrais vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui est proposée par Midjourney autour de ce que nous appelons habituellement la persistance. Il s'agit de la capacité des IA à reproduire fidèlement un style d'image ou un personnage, y compris sa coiffure, ses vêtements. Jusqu'à présent, cela n'était pas possible, en tout cas pas simplement. Car oui, nos chères IA n'en font qu'à leur tête d'IA. Elles sont débordantes d'imagination et sont incapables de reproduire des personnages ayant la même tête. Mais c'était sans compter sur l'incroyable travail réalisé par les équipes techniques de la plus célèbre des IA génératives d'images. Pour des raisons évidentes et éthiques, qui empêcheraient de reproduire la tête d'une célébrité sans son autorisation, il est préférable de partir d'un personnage imaginaire créé par Midjourney. Alors justement, en parlant de cette nouvelle fonctionnalité, Midjourney peut compter aussi sur une communauté très active, semble-t-il. Effectivement, il faut souligner que rares sont les technologies d'IA qui disposent d'une communauté aussi active. Une fois par semaine, le CEO, David Holtz, se présente en direct, t'as bien entendu, en direct, pour discuter des nouvelles avancées et des nouvelles fonctionnalités de Midjourney avec ses utilisateurs. Alors imaginez le président d'une entreprise du CAC 40 ou d'une société appartenant au GAFAM nous expliquant quotidiennement les bugs et l'avenir de leur entreprise. C'est un sacré risque. C'est un sacré risque. Espérons que ça vous fasse sourire en tout cas, car ce serait étonnant de discuter directement avec eux pour leur faire des propositions. Moi, je serais preneur pour parler avec Jeff Bezos, Sam Altman, Elon Musk, Satya Nadella, Sundar Pichai. D'accord. Est-ce que je dois m'arrêter là ? Au fait, Michel, as-tu prévu de les inviter dans The Artificial Intelligence Society ? L'invitation est lancée. Depuis le 11 mars 2024, en tapant des mots magiques dans les prompts de Midjourney, comme "-CREF", ce qui signifie en langage de Midjourney caractère de référence, et en tapant d'autres paramètres, vous serez enfin capable de reproduire des images avec des personnages qui se ressemblent comme des jumeaux. Avec la notion de persistance des personnages, une nouvelle opportunité importante se présente pour les professionnels de l'image, du marketing et de la publicité, car une nouvelle barrière créative vient d'être franchie. Alors tu parles de marketing et de publicité, encore faut-il avoir un minimum de photogénie de la part des personnages ?
En demandant à une IA générative de reproduire un visage en image, j'ai constaté que, tout comme être photogénique, être IA-génique n'est pas donné à tout le monde. Alors, est-ce que vous savez si vous êtes IA-génique ou pas ? Moi, je vous donnerai une méthode pour le découvrir lors d'une prochaine rubrique. Rubrique que l'on a hâte de découvrir prochainement. Donc, merci beaucoup, cher Alexandre. Place au débat de la semaine. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e numéro de The Artificial Intelligence Society en compagnie de mon acolyte Alexandre Stopnicki. Ça va, Alexandre ? Ça va très bien. Bon, parfait. Aujourd'hui, on va parler de publicité ciblée et IA avec deux invités prestigieux, à savoir Pierre-Louis Fontaine, ici présent. Bonjour Michel. Bonjour à toi. Et Léo Golfeder, ici présent, spécialiste notamment en formation programmatique, mais pas que. Bonjour à toi. Bonjour Michel. Première question, messieurs, et Léo, je commencerai par toi pour cette première question. Comment l'IA améliore l'efficacité de la publicité au sens large ? Parce que c'est vrai que le ciblage, c'est un concept assez large en publicité digitale. Comment tu vois l'IA améliorer justement cette efficacité de la publicité ciblée ? Ouais, pour répondre à la question, on va d'abord voir ce que l'IA fait depuis 15 ans dans la pub digitale. C'est pas faux. Et on va voir qu'il y a aussi de nombreuses nouveautés ces dernières années. Donc tout d'abord, ça fait 15 années que l'IA, elle sert à deux choses principalement. C'est nous ranger, nous, selon notre navigation sur le web notamment, dans des audiences que les marques peuvent réutiliser pour faire de la pub personnalisée. La deuxième mission, c'est de gérer la vente de chaque publicité qu'on peut voir à nos écrans sur un système d'enchères. Et ça, c'est des tâches que des humains ne pourraient pas réaliser. Et déjà, l'IA, c'est fantastique que ça permette à ces fonctionnements d'être présents. Maintenant, on a vu des nouveautés depuis 3 ans, avec notamment Performance Max de Google Ads ou Advantage Plus de Meta, qui viennent simplifier la gestion des campagnes dans la création de ciblage et dans la création également des annonces publicitaires. Et concrètement parlant, c'est un gain de temps pour les marques et les agences. Et ça peut permettre à des entreprises en fait, qui souhaitent communiquer et qui n'ont qu'une personne ou deux pour la communication ou une personne en alternance qui n'est pas encore pleinement formée, de pouvoir utiliser ces plateformes d'achat, en l'occurrence Google Ads et Meta Ads. Alors on a également l'IA générative qui maintenant permet de créer des publicités à moindre frais et plus rapidement qu'avant. Donc ça va avoir plein d'impact sur l'expérience utilisateur. Mais quand on revient à l'ensemble de ces IA, donc qui ont différentes finalités pour les marques qui souhaitent communiquer, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça rend la possibilité de faire de la pub plus accessible, mais ça la rend aussi moins comprise et plus opaque. Moi, je vois les générations de média traders, donc les personnes qui créent les campagnes de pub avec leurs clics sur l'ordinateur, qui sont de moins en moins formées aux subtilités de comment marche le système d'enchères, comment marche la création d'audience et tous les détails propres à l'attribution. Là aussi, on a l'IA dans l'attribution. Et le problème, c'est qu'on contrôle de moins en moins ce que l'on fait et à qui ça bénéficie, eh bien, à ceux qui empochent l'argent des marques, c'est-à-dire les régies, à commencer par les grandes régies que sont Google et Meta. Donc l'IA, globalement, c'est génial parce qu'on réduit le temps pour faire des campagnes de pub. Mais c'est comme avoir une Ferrari, si on n'a pas le permis, on peut avoir des problèmes. Et les problèmes, c'est concrètement gaspiller son argent. Moi, je pense que la pub digitale, dans son ensemble, elle est surcotée. Et l'IA contribue, de par son opacité, à ce constat. Merci Léo. Alors, de ton point de vue, Pierre-Louis, en quoi l'utilisation de l'IA pour la publicité ciblée transforme-t-elle l'expérience utilisateur en ligne après cette partie de réponse de Léo qui était très au niveau des opérations publicitaires? Là, on est sur de l'IA générative, hein, le thème il est là, donc ça veut dire qu'en fait c'est la création d'éléments publicitaires à la volée. Une fois qu'on a nos clusters et notre segmentation, soit sur des walled gardens, soit sur de l'open web, on peut aujourd'hui, grâce à l'IA, si on a des solutions serveurs qui vont bien, on peut générer des créations à la volée. Ça veut dire qu'à un cluster, on va devoir affecter des insights consommateurs, donc des attentes conso, et de ces attentes conso qui seront automatiquement détectées et en temps réel elles seront détectées, on va créer à la volée donc ces bannières publicitaires ou ces éléments de communication, parce qu'il n'y a pas que des bannières, il y a plutôt plus de postes maintenant que de bannières en termes de vision de l'efficacité.
Ça veut dire qu'une IA sera, à partir du moment où elle a un bon scope et qu'elle est cadrée correctement, sera capable de produire des éléments, y compris en intégrant du légal quand c'est nécessaire. Et là, on parle de digital, mais on peut le futur à moyen terme. Quand je dis moyen terme, dans l'IA, c'est à 6 mois. C'est la constitution de spots télé de 30 secondes ou de 45 secondes télé. Y compris généré aussi à la volée en fonction de la chaîne télé diffusée, et ça va jusqu'au message radio, c'est-à-dire que tout le off et le on est concerné par le ciblage. C'est pas que du digital pour le coup. Donc c'est là où il y a une petite révolution qui va se créer, c'est que sur l'automatisation et donc sur l'ultra personnalisation, thèmes qui ont déjà été abordés dans d'autres émissions, c'est l'incontournable. D'ici la fin de l'année, il y aura des cas qui vont sortir. C'est obligé. Alexandre, qu'est-ce que suscite ta réflexion? Quelle réflexion cela suscite chez toi? Moi, je me pose la question, c'est quoi une campagne réussie? Et en quoi l'IA permet de réussir plus facilement, mieux? Quels critères pour vous l'IA va apporter pour mieux réussir, pour être plus performante, pour être plus héroïste? Je ne sais pas quels sont vos critères préférés. Plus créatif peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'on en arrive déjà à ça? Ouais, Pierre-Louis, tu peux essayer. Déjà, une campagne réussie, ça dépend d'annonceurs et du secteur. Donc, on parle de KPI. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? On aimerait bien entendre des cas concrets, quoi. Il y a un cas concret, un annonceur, que je ne citerai pas parce que je n'ai pas le droit, va analyser l'efficacité de sa campagne au niveau d'interaction générée sur son propre site. D'accord. Ça veut dire que quand le média a fait son travail et a généré du trafic, ils vont regarder déjà le taux de rebond, mais ils vont surtout regarder le nombre de pages consommées et le temps passé sur le site a posteriori. Et le secteur auto, par exemple, fait beaucoup ça aussi. Parce que s'il y a un taux de rebond à 90%, et peut-être que les 10%, eux, vont consommer 5 minutes du site et aller sur des fiches produits très spécifiques. Ça, voilà. Le KPI, c'est le ROAS, par exemple. Et donc, pour en revenir à l'IA, le fait de faire de la génération de création à la volée te permettra de faire de l'A/B testing à la volée. D'accord. Donc, un fond bleu versus un fond vert sur une voiture, est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est une LOA à 250 € versus un prix à... Des questions qu'on se pose déjà. Simplement là, grâce à l'IA, comme on est à la volée, on peut faire de l'A/B testing en permanence, H24, sans que ça impacte sur les coûts de production. Ce qui n'était pas le cas avant. Merci Pierre-Louis. Léo, par rapport à la réflexion d'Alexandre sur c'est quoi une campagne réussie? Déjà, une campagne réussie de communication, c'est une campagne rentable. Que ce soit à court terme, ce qu'on appelle du bas de funnel, ou alors à long terme, pour du haut de funnel. On va plutôt travailler l'image de marque. La rentabilité, il ne faut pas oublier que c'est justement le Graal. On a chaque année un budget média pour acheter des espaces de pub. Le but, c'est de rapporter de l'argent à son entreprise. Ensuite, tu as parlé d'A/B testing. Ça, c'est l'une des 6 types d'optimisation qui peuvent être réalisées pour améliorer une campagne de pub. Très souvent, on pense à ça en premier lieu. Pourquoi? Parce que c'est visuel. On pense à comparer 2 visuels de publicité, on pense à comparer 2 pages de redirection sur le site de la marque qui communique. Ok, bon, ça c'est simple, ça fait longtemps qu'on sait le faire et on peut en effet de plus en plus tester différents visuels, comme tu le disais. Et en revanche, on peut faire plein d'autres choses, et souvent que les agences médias ou les marques n'ont pas la connaissance, comme par exemple comment on gère au mieux le système d'enchères. On apprend par exemple qu'on peut obtenir la même rentabilité sur une qualité de ciblage très très bonne que sur une qualité de ciblage très très faible. Par exemple, un emplacement en haut de page qui a 100% de chance d'être visible ou de rapporter une conversion, si on l'achète 2 €, on aura un coût par impression vue de 2 €. Mais on peut aussi acheter un emplacement en bas de page qui n'est pas du tout qualitatif en termes de ciblage, qui est visible qu'une fois sur 10, et si on le paye 20 centimes grâce au système d'enchères, in fine, on se retrouvera avec le même indicateur de performance, c'est-à-dire le coût par 2 € pour une pub visible ou une conversion. Est-ce que tu peux préciser l'apport de l'IA? Parce que ça, j'avais une régie publicitaire dans les années 2000, on faisait déjà ça, on faisait de l'optimisation avec des logiciels qui permettaient de faire ça. Quel est l'apport pour toi qui rend plus fin cette performance grâce à l'IA? Qu'est-ce qu'on a de d'IA nouveau? ou d'IA générative? Les deux, si tu veux, puisqu'on Ok. peut parler d'IA générative pour les créations et d'IA tout court pour l'optimisation, j'imagine. Ouais, donc l'IA, c'est de gérer ses enchères et de permettre d'utiliser le système d'enchères
sans que la personne qui l'utilise ait les connaissances. D'accord. Mais attention, c'est le sujet de ne pas avoir le permis en utilisant une Ferrari, ça peut mener à des problèmes. L'IA, elle sert aussi sur la partie analyse des données de la campagne. Ça, c'est toujours assez... ça prend du temps. Ça demande de l'expertise, d'avoir construit les bonnes manières d'analyser les données, c'est-à-dire les bons dashboards. Et toutes les marques ne l'ont pas, toutes les agences ne l'ont pas. Aujourd'hui, on voit dans les plateformes d'achat donc, de l'IA qui va faire ces analyses-là et proposer aux personnes qui gèrent la campagne de faire telle ou telle modification dans l'espoir d'améliorer la campagne. Le problème, c'est que lorsqu'on recommande à son client de mieux optimiser, le but, normalement, ça devrait être de lui apporter une meilleure rentabilité. Mais qui dit une meilleure rentabilité pour une marque qui investit, dit moins d'argent pour la régie. Et donc, il y a un intérêt qui peut être contradictoire. Et c'est la raison pour laquelle l'IA, par exemple, dans l'analyse des données, pour moi, ça c'est pas vraiment d'une grande aide, dans la mesure si on n'a pas les connaissances pour vraiment avoir un aspect critique de ce qui va nous être recommandé. C'est une pièce au puzzle. Comment ? C'est une pièce du puzzle, en fait, tout simplement. Ouais, en fait, ça peut être génial si on sait bien l'utiliser, si on sait ce qu'il y a derrière. Et concrètement, quand on utilise des outils d'IA, que ce soit pour faire des analyses de données, pour créer des audiences, pour gérer les enchères ou pour gérer des contenus publicitaires visuels, eh bien, on a besoin de savoir côté produit comment ça fonctionne. Moi, par exemple, ça fait donc 7 ans que je suis un utilisateur d'IA, ces IA-là, et j'ai eu la chance d'être formé par des personnes qui créent ces outils-là. Donc, je ne les comprends pas comme si je les avais créés, mais de fait d'avoir quelques explications produits, eh bien, ça me permet de l'utiliser au mieux. Le problème, c'est qu'en France, on a peu d'entreprises dans le secteur de la pub digitale qui vont créer des produits d'IA. Souvent, on va utiliser des outils qui viennent d'entreprises notamment américaines. Et ce qu'on constate, c'est que même les personnes qui vont travailler chez Google, Meta, dans leur majorité, sont plutôt des forces commerciales, mais n'ont pas une connaissance produit comme une équipe produit. Et in fine, ça ne permet pas, selon moi, par exemple, utiliser l'IA de recommandation, d'optimisation, tout en la connaissant assez pour bien l'utiliser. Merci Léo. Pierre-Louis, oui, si tu veux rajouter un point. Et on passera à la dernière question juste après. Mais très rapide. Hein. Il y a une limite à l'IA aussi, quand on parle de données médias et de données d'achat et donc de données de résultats, il y a une limite que l'IA ne peut pas franchir, c'est les questions concernant l'attribution et la contribution. C'est-à-dire que est-ce que mon display, est-ce que je travaille, tout le monde travaille maintenant au CPV presque, enfin c'est quoi la visite, bon, mais on ne sait pas qui a généré la meilleure contribution en termes de mémorisation et on ne sait pas à qui vraiment attribuer cette... Et là, l'IA ne pourra pas répondre parce qu'elle n'aura pas le corpus, elle n'aura jamais l'information, mais elle n'a pas l'information. Okay. Et pour l'instant, nous-mêmes, en tant qu'humains, on se pose la question de la triple contrib depuis des années. Hein. On n'a jamais réussi à craquer. Si on ne craque pas le sujet, je ne sais pas comment l'IA va le faire, hein, honnêtement. Il n'y a pas la logique. Ok. Voilà. Très clair, très clair. Alors, je te laisse la parole, Pierre-Louis, pour cette dernière question, qui est plus liée à, on va dire, à de la prédiction, entre guillemets. C'est comment l'IA est-elle à prévoir les tendances de consommation et à adapter les campagnes publicitaires en temps réel. Tu parlais d'A/B testing tout à l'heure, entre autres. Mais voilà. Là, il faut faire attention parce que on est dans une logique d'IA générative. Mais là, quand on parle de prédictif, on est sur de l'IA pure. C'est pas de l'IA générative qui va faire du prédictif. C'est de l'IA. Et l'IA pure, l'IA, des outils de prédictif chez des distributeurs par exemple qui analysent en temps réel les ventes et donc qui savent que en vendant un pot de yaourt, ils réussiront dans 3 jours à vendre un pot de moutarde. Bon, ça c'est de l'analyse prédictive. Surtout s'il fait beau. Surtout si voilà, couplé. Donc, c'est voilà, ça. Hein. Exactement. Donc ça c'est possible. Maintenant, en termes de rapporté aux médias, l'analyse prédictive nécessiterait d'avoir un accès à des informations complètement diverses et variées qui viennent de partout, et donc ça nécessiterait un corpus monstrueux. Donc l'IA prédictif, c'est bien quand on a un corpus qui est limité, des corpus de consommation affectés à du temps, une température X ou Y, Coca-Cola l'a fait il y a des années déjà. Mais à l'inverse, si on veut faire de l'IA prédictive d'un point de vue communication et médias, ça veut dire qu'il faut se connecter à tous les tubes d'informations possibles et imaginables et avoir un corpus de fou, donc cost non effectif, cher, pour arriver à des incrémentales performances qui restent à prouver. Ouais. Donc, pour résumer, l'IA prédictive affectée à la communication et aux médias, ça voudrait dire globalement détecter des insights ou des mouvements de consommateurs avant qu'ils n'aient lieu. C'est ça. Eh bien, à date, il faut y aller pour nourrir le corpus de l'IA.
Merci Pierre-Louis. On l'a pour le search depuis des années. Tous les mots-clés que nous, on tape au quotidien dans le moteur de recherche, c'est d'ailleurs une IA qui va les analyser et permettre ensuite à des marques de les cibler en fonction. Et là, il y a une évolution dont on n'a pas parlé, c'est le fait que probablement que les moteurs de recherche de sites web comme on les connaît aujourd'hui vont être remplacés par les robots conversationnels. D'où la panique un peu chez Alphabet, en tout cas chez Google. Comme Perplexity et autres qui font ce genre de choses. Et donc, concrètement, ça va aussi changer les usages en matière de ciblage. On parle de moins en moins de mots-clés. Déjà, même dans Google Ads aujourd'hui, on a juste, en tant que marque ou agence, à renseigner son site web de marque. Et Google Ads, avec Performance Max, nous propose tous les mots-clés à cibler et les créas qu'on pourrait faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour la partie opération, on voit que, par exemple, l'expertise des MediaTrader Search, qui était de savoir comment les humains tapent des mots-clés sur les moteurs de recherche, eh bien, en fait, elle va être remplacée par comment nous, les humains, on tape des prompts sur les chatbots, visiblement. Merci Léo. Alexandre, qu'est-ce que ça évoque chez toi en termes de réflexion, recommandations peut-être, s'il y a des outils que tu as? Est-ce que vous imaginez que ça va être encore plus automatisé? Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait quand même avoir un permis de conduire, mais est-ce que finalement, avec autant de data, avec autant d'informations, les IA vont pas être capables de programmer les meilleures campagnes publicitaires sans qu'on y touche? Oui, c'est possible, et à condition qu'elles soient dans les bonnes conditions, et c'est possible déjà depuis 15 ans. L'algorithme qui gère les enchères, si on lui donne assez de données pour qu'il apprenne quand il a raison ou quand il se trompe, c'est-à-dire quand une pub rapporte une conversion ou pas, en fait, il est imbattable par un humain. Mais à condition de comprendre donc, comment il fonctionne et de savoir le mettre dans les bonnes conditions. Donc le futur du community management, on appelait ça comme ça à mon époque, c'est une IA. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, pour c'est ça, c'est une IA qui va faire du community management. Alors je rajouterai une dimension par rapport à ça, c'est que l'annonceur a quand même des gros réflexes en termes de gestion de campagne, c'est-à-dire il travaille sur 15 jours, ou il travaille sur 3 mois ou 3 semaines. L'IA te permet déjà de stocker toutes les informations possibles et imaginables et d'avoir des enseignements 6 mois après par rapport à une autre campagne. Donc un des avantages de l'IA appliqué aux médias et à la création, c'est aussi la gestion de la mémoire. C'est pas parce que tu as eu un taux de clic tout faible à 0,08 au mois de janvier que sur les mêmes campagnes au mois de septembre, tu auras la même taux. Donc, ok pour travailler sur des campagnes de 15 jours, 3 semaines, pourquoi pas, ça dépend de l'annonceur. Mais par contre, l'IA va te permettre de mémoriser et de tirer les enseignements d'un truc que tu as fait 6 ou 8 mois avant. Et donc d'être plus intelligent 8 mois après. Avec des cycles. Et ce cycle-là, il peut être de 2 ans. Ça dépend du stockage de la mémoire. Et ça, autrement, ça prend beaucoup de temps d'humain, d'analyse. Bien sûr. Voilà. Alors que là, l'IA peut même se réveiller en disant « Ah, t'as oublié quelque chose, au mois de janvier, on avait fait ça, là, on a refait du bleu. Et le bleu, ça a mieux marché que le vert. » Ou une enchère à CPC à plus 30%, ça fonctionne mieux. Enfin, tout ce que tu disais tout à l'heure. C'est la mémoire qui va jouer aussi dans l'IA. Eh bien, en tous les cas, merci messieurs pour nous aider à mémoriser le fait que l'humain est au centre des réflexions en termes d'usage d'intelligence artificielle, que ce soit pour l'optimisation, la création et la rentabilité des campagnes. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau et j'espère que nous aurons l'occasion de continuer à nous revoir sur d'autres émissions de The Artificial Intelligence Society. Je peux dire un petit mot pour terminer ? Bien sûr. Si vous utilisez l'IA, pensez à passer le permis de conduire de l'IA. Je vous recommande. Est-ce qu'on le passe ? C'est toi qui as t'es une auto-école ? Bonne question. Non, alors, formez-vous en fait auprès des équipes produits. Et si vous ne pouvez pas, trouvez des personnes qui s'en approchent. Merci beaucoup Léo pour ces recommandations. Merci Léo. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Ainsi s'achève notre émission consacrée principalement à l'IA et la publicité ciblée, une émission accessible également en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média Hit Radio Africa, le premier réseau de radio musicale présent dans 10 pays du continent et qui fait la promotion de notre émission auprès de son audience internationale. Merci à notre partenaire opérationnel CheckSub, le spécialiste du sous-titrage via l'IA. Une émission produite au sein des studios de l'école de journalisme et de communication ISCPA, Institut supérieur des médias, qui forme également de futures productrices et producteurs de contenu audiovisuel.